Alors donc, comme mon nom l'indique, je suis d'origine espagnole. Mes parents étaient réfugiés politiques, républicains, enfin, etc. Et donc, tout ce qui concernait l'Espagne m'a toujours intéressé. C'était le point sensible. Il y avait donc déjà une espèce d'incitation à. Et de notre côté, il se trouve que je suis entré dans un système qui n'existe plus maintenant, qui est celui des écoles normales primaires. Il y en avait une par département, donc je suis entré dans une école normale primaire, qui était située dans l'Ariège, à Foix. Et j'ai eu un jeune professeur qui arrivait, un professeur d'espagnol, qui est devenu un de mes amis très cher, qui s'appelle Roland Labarre, qui a été ensuite enseignant à Paris 8. Et il a introduit un enseignement nouveau qui combinait d'un côté les textes et de l'autre côté l'histoire. Il avait lui-même fait des études d'histoire par ailleurs, même s'il avait passé ensuite l'agrégation d'espagnol. Et donc, pour moi, ça a été une découverte. Et donc, c'était une façon de m'intéresser non seulement à l'Espagne d'une façon générale, comme ça, mais aussi à l'histoire et à la culture hispanique. Donc, ça a été, je pense, la première incitation. Deuxième incitation, c'est quand j'ai préparé ensuite l'école normale supérieure de Saint-Cloud. J'ai eu 1 an de préparation intense à Toulouse et je suis rentré en première année, ce qui ne peut plus se faire maintenant. Et donc j'ai hésité, parce que l'histoire m'attirait beaucoup, j'ai hésité entre devenir historien ou devenir hispaniste. Parce qu'à ce moment-là, les deux champs ne pouvaient pas coïncider. Et donc j'ai choisi quand même la voie des études hispaniques parce que je me suis dit, bon, avec des méthodes nouvelles, je pourrais m'intéresser à ce qui m'attache profondément à l'Espagne et en même temps essayer de faire des travaux qui iraient dans une perspective différente de ce qui se fait. Alors donc à Saint-Cloud, j'ai eu des camarades très chers avec qui je me suis très bien entendu. Et on a commencé à travailler sur les grands livres de l'hispanisme, et en particulier sur, ma première découverte, ça a été Erasme et l'Espagne de Bataillon, que nous avons amplement commenté. Et puis il y a eu une deuxième découverte aussi, c'est un petit livre, qui est le petit livre de Pierre Villard sur l'histoire de l'Espagne. C'est un que sais-je, tout simplement. Mais à ce moment-là, il présentait une histoire de l'Espagne qui était bien sûr très très différente de celle que les turiféraires du franquisme présentaient à tout bout de champ. Alors là, pour moi, ça a été donc, j'étais devenu hispaniste, et j'ai suivi le cours normal des études hispaniques à la Sorbonne et sur place. Bon, à la Sorbonne, pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'était un enseignement de type traditionnel, de type la langue et la littérature. Très peu de vues sur l'histoire d'Espagne et la géographie espagnole, un peu d'histoire de l'art. J'ai fait mes propres études sur des textes qui n'avaient rien à voir avec l'époque contemporaine. L'époque contemporaine était complètement ignorée. L'Amérique contemporaine, complètement ignorée. La linguistique n'existait pas à ce moment-là. Alors donc, d'un côté, je me suis beaucoup intéressé à ce que je faisais, mais il y a un des professeurs qui était là, un seul. Les autres, je ne citerai pas leur nom, je les ai laissés de côté. Mais un m'a beaucoup intéressé, c'était Aristide Rumeau. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'abord qui avait suivi un cheminement très semblable au mien, et deuxièmement parce qu'il s'était rendu compte que le contexte ne pouvait pas être séparé du texte. Et donc l'étude des textes, il les faisait en contextualisant très fortement et en expliquant en même temps le texte à partir de toute une série de coordonnées, en particulier historiques. Donc pour moi, ça a été une ouverture d'esprit qui correspondait déjà à ce que je pensais intimement, sans avoir encore la possibilité de savoir exactement ce que j'allais faire ou ce que je n'allais pas faire. Et donc, ensuite, j'ai passé 1 an à l'étranger, et pendant cette année, j'aurais voulu travailler sur la presse de la guerre civile. Et on m'a fait comprendre que, par suite de mes antécédents, c'est-à-dire la tradition qui était celle de ma famille, il était hors de question que je mette les pieds
dans ce qui s'appelait à ce moment-là la Hemeroteca Municipal, qui se trouvait à la place de la Villa à Madrid, et où se trouvait toute la presse de l'époque 36-39, sur laquelle j'aurais voulu travailler, moi. Donc j'ai vu que les portes m'étaient fermées, et c'est vrai qu'on m'a refusé catégoriquement de mettre le nez dans ces journaux. J'avais fait moi-même une maîtrise dirigée par, à ce moment-là ça s'appelait une maîtrise, hein, le master, qui était dirigée par Rumeau, qui portait sur la presse des débuts du XIXe siècle. Donc quand je suis revenu à Paris, j'ai passé l'agrégation, bon, etc. Et j'ai été pendant un an nommé dans un lycée à Toulouse, et puis Rumeau m'a appelé à la Sorbonne, parce qu'il existait à ce moment-là des postes qu'on appelait assistants. Alors j'ai eu le plaisir là de connaître toute une série de personnes, dont quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était la maman d'Hélène, Madeleine. Et puis d'autres qui étaient avec moi à ce moment-là, dont Sylvia Roubaud, par exemple, Guy Mercadier, enfin, etc. Nous étions comme ça toute une poignée de jeunes qui commencions à travailler sur nos thèses, puisque devenir assistant, ça voulait dire avoir normalement 4 ans à sa disposition. Alors pour faire quoi? Théoriquement des TD. Et puis ensuite mettre en chantier une thèse. Mais c'était aussi des années qui étaient des années de formation. Pour moi, ça a été vraiment des années de formation. Pourquoi? Parce que j'ai pu assister au cours de Marcel Bataillon au Collège de France. Et ça a été une illumination pour moi, parce qu'il ouvrait des perspectives nouvelles. C'est un homme qui s'intéressait à une infinité de choses. Et c'était en même temps travailler sur l'Espagne et sur l'Amérique latine de l'époque coloniale, parce qu'il faisait les deux. Et puis, j'ai eu la possibilité aussi d'écouter les cours que donnait quelqu'un qui m'a beaucoup influencé aussi de façon indirecte, qui est Fernand Braudel, puisqu'il était professeur aussi au Collège de France. Je l'ai suivi de façon moins régulière que ceux de Marcel Bataillon, et j'ai appris à connaître cet homme. Il ne se confiait pas beaucoup, mais quand il vous connaissait vraiment, c'était un homme très attachant, sur le plan humain aussi. Et donc là, le problème pour moi était de savoir qu'est-ce que je ferais comme thèse, puisque j'étais dans une première période, il fallait déposer un sujet de thèse, et puis travailler sur la thèse. C'était des thèses comme on n'en fait plus maintenant, c'est des thèses qui exigeaient une quinzaine d'années d'efforts. Hein. Et alors donc, l'époque contemporaine, enfin celle de la presse de l'époque contemporaine m'étant interdite, j'ai essayé de travailler sur le XVIIIe siècle, qui m'intéressait aussi beaucoup parce que c'était l'époque des Lumières, disons. Et d'un certain point de vue, l'époque des Lumières, l'époque de la Deuxième République, pour moi, tout ça, ça faisait une espèce de lien. Et quelqu'un qui m'intéressait beaucoup n'a pas donné lieu à la poursuite de travaux parce qu'on m'a laissé entendre que je ne pourrais pas travailler comme je le souhaitais, pour des raisons diverses sur lesquelles je passe. Et alors donc, suivant les cours de bataillon, j'ai dit, mais voilà ma voie, voilà ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est travailler sur cette période. Cette période, c'est la fin de l'époque de la Reconquête, c'est la découverte de l'Amérique, c'est la Renaissance avec l'humanisme, c'est en même temps l'ouverture d'esprit, un esprit européen qui s'introduit en Espagne, c'est l'ouverture érasmienne, c'est ensuite le protestantisme, ou les débuts du protestantisme, c'est la réflexion autour de tout ce qui est en même temps une nouvelle littérature, et puis alors c'est également des grands mouvements religieux. Et donc tout cet ensemble m'a paru digne de m'intéresser à la période en question. Et j'avais trouvé au cours de mes lectures, puisque j'en ai profité pour lire beaucoup à cette époque-là, j'avais trouvé quelqu'un qui était Antonio de Guevara, qui était un prédicateur, chroniqueur, historiographe, donc, et en même temps écrivain qui a obtenu beaucoup de succès à ce moment-là, et en particulier qui était un écrivain de caractère politique. Et donc j'ai décidé de travailler sur cet homme-là. Et voilà comment je suis venu d'un côté à l'hispanisme et de l'autre côté à travailler sur les XVIe et XVIIe siècles.
Mais je dois ajouter quelque chose, c'est que pendant que je me formais, donc après l'agrégation, hein, puisque je considérais qu'au niveau de l'agrégation, on n'était pas du tout formé pour faire de la recherche, même si on avait fait un premier galop d'essai. Et donc, pendant que je me formais, et c'est la thèse de bataillon qui, d'un certain point de vue, m'avait conduit vers cela, j'avais découvert quelque chose que j'ignorais totalement, c'était l'école des annales. Alors, les gens comme Lucien Febvre et Marc Bloch, pour moi, ça a ouvert vraiment des perspectives. Pourquoi? C'était une nouvelle histoire. Parce qu'alors, l'histoire, c'était événementiel, des événements et des grandes figures. Alors, c'était une autre histoire, où on mettait l'accent sur les fondements économiques, sociaux, et puis sur l'outillage mental, c'est-à-dire ce qui allait devenir l'histoire des mentalités. Et puis, on commençait à s'intéresser à ce qu'on appelait après les systèmes de représentation. J'ai dit, mais... Et alors, donc, je me suis mis à lire aussi les fameuses annales, c'est-à-dire la revue elle-même. Et voilà donc l'orientation que je pensais devoir suivre. Mais il est vrai que Bataillon a été le premier, et donc pour moi, c'était la voie de ce que j'appellerais postérieurement l'interdisciplinarité. Mais Bataillon avait fait de l'interdisciplinarité à un moment où le mot n'existait pas. Hein. Il était philologue, et pleinement philologue, au sens espagnol du terme, mais en même temps, il était devenu profondément historien. À tel point que les grands historiens de l'époque, un Augustin Renaudet par exemple, ou un Lucien Febvre, l'avaient reconnu comme un des leurs, exaltant sa thèse. Il faut lire les comptes rendus de l'époque concernant la thèse de Bataillon. Et donc, je me souviens très bien de ce qu'il racontait en 1945, lors de sa leçon magistrale inaugurale au Collège de France. Elle dit, pour connaître les textes, je parodie, hein, parce que ce n'est pas exactement ces mots, mais enfin, pour connaître les textes, il faut non seulement avoir une très bonne connaissance de la langue que les textes utilisent, mais aussi une très bonne connaissance de la civilisation correspondante. C'est-à-dire aussi bien la religion que la philosophie, que les techniques les plus humbles qui soient. Tout ce qui peut intéresser à un moment ou à un autre, à un moment déterminé, le fonctionnement d'une civilisation doit être connu pour pouvoir commenter les textes. Je dis, mais voilà ce qu'il me faut. C'est ça, c'est exactement cela. C'est le texte et un contexte large. Une civilisation implique des orientations différentes, mais elles sont toutes reliées les unes aux autres. Il n'y a pas de coupure entre les diverses parties du savoir. Et c'est ce que moi j'ai essayé de mettre en œuvre, dans la mesure où je l'ai pu, modestement, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, avant de passer au centre de recherche, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que moi je suis resté 4 ans à la Sorbonne comme assistant. Et puis ensuite je suis parti à la Casa de Velázquez à Madrid. Donc mon sujet de thèse avait été déposé en 1961, je pense, 61 ou 62, enfin. Et donc mon directeur de thèse, c'était Rumeau, puisque Bataillon ne pouvait pas diriger, autrement ça aurait été Bataillon, mais il ne pouvait pas diriger des thèses. À ce moment-là, les professeurs au Collège de France ne pouvaient pas diriger de thèse. Mais il m'avait poussé, il m'avait ouvert des perspectives aussi. Et donc c'était Rumeau, mon directeur de thèse. Et donc, d'un commun accord, ils avaient dit oui, il faut qu'il aille à la Casa pour pouvoir travailler sur les archives, sur la bibliothèque, mais aussi les archives. Et donc je suis parti pendant, à ce moment-là, c'était 3 ans le séjour, hein, puisqu'on faisait les fameuses thèses d'État. Donc je suis resté 3 ans, 64 à 67 à la Casa. Et de 64 à 67, j'ai eu là beaucoup de contacts avec les historiens qui étaient mes contemporains, historiens, géographes, des gens que l'on appellerait aujourd'hui anthropologues, mais aussi des artistes, des musiciens, enfin, etc. Et cela n'a fait que me conforter dans la façon dont je posais les problèmes, d'autant plus que, j'ai oublié de le dire, à Saint-Cloud, j'avais eu pour mon condisciple des historiens qui ensuite sont devenus célèbres, comme Michel Vauvel, l'historien des mentalités, ou encore quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous peut-être, c'est Jacques Tauby, qui s'est intéressé beaucoup à la Turquie du XIXe siècle. Et tous ces gens étaient liés très directement à l'école des annales. Et donc, tout cela a fait qu'à la Casa de Velázquez, il y a eu là une espèce de creuset où les échanges, les orientations, les perspectives devenaient vraiment réalité au contact de mes camarades, de mes compagnons.
Alors quand je suis revenu de la Casa de Velázquez, j'étais donc catalogué 16e-iste, plus que siglodoriste. Et donc, il me fallait un point de chute et on m'a envoyé, je le dirai tout à l'heure, on créait beaucoup de postes à ce moment-là, jeunes universités, de nouvelles sections, et donc des postes. Et Tours demandait depuis longtemps, puisqu'il y a un centre d'études de la Renaissance, demandait qu'il y ait une création d'une section d'espagnol et que, si possible, on envoie quelqu'un qui soit susceptible de collaborer avec eux. Et alors donc, Bataillon, qui était tout puissant à ce moment-là, s'est arrangé pour qu'il y ait une création à Tours. Et donc, je suis allé, moi, à Tours, pour occuper un poste qui était théoriquement un poste de professeur, comme on dirait aujourd'hui, mais qui en réalité n'existait pas, puisque moi je ne pouvais pas l'occuper, je n'avais pas à ce moment-là les titres suffisants. Mais il existait ce qu'on appelait chargé d'enseignement. On était chargé de l'enseignement professoral, mais on était un petit peu comme l'oiseau sur la branche. Et donc il fallait créer les études hispaniques, c'est ce que j'ai fait immédiatement, en donnant une perspective qui n'était pas celle que moi j'avais connue. C'est-à-dire que j'ai immédiatement prévu un enseignement de civilisation, un enseignement de littérature, la langue bien sûr, et puis très rapidement l'enseignement de linguistique, puisque la linguistique a commencé juste à partir de 68, elle a commencé à se développer. Et alors donc on parlera tout à l'heure sans doute de 68. Il se trouve que moi j'ai été nommé en 67, à la rentrée de 67. Et en mai 68, tout a démarré. Et 68, de ce point de vue, a été là aussi quelque chose qui a recomposé l'hispanisme d'une autre façon. À partir de ce moment-là, on ne savait pas très bien ce qu'allait advenir. En 68, on ne savait pas si la thèse resterait, si elle ne resterait pas, ce qui se passerait. Mais on a commencé à dire que tous les secteurs devaient être représentés. Et donc, les études sur l'époque contemporaine, jusqu'alors, les études sur l'époque contemporaine, c'était pratiquement impossible. Hein. Les études sur l'époque contemporaine espagnole sont devenues possibles, sur l'Amérique latine contemporaine également. La linguistique a fait son essor. De notre côté, de nouvelles méthodes, le structuralisme, la sémiotique, la psychanalyse, etc., etc. Mais il faut dire tout de suite que malgré tout, l'impact de l'histoire était quand même dominant dans l'hispanisme français. Et alors donc, moi en arrivant à Tours, j'ai donc diversifié et en même temps, j'ai commencé à collaborer avec le Centre de la Renaissance d'un côté, et de l'autre côté, à créer un petit groupe de recherche où il y avait déjà des gens qui ensuite ont fait partie, plus ou moins directement, du CRES, dont je vais parler dans un instant, puisqu'il y avait François Delpech, il y avait aussi Françoise Vigier, il y a eu aussi, à ce moment-là, voyons, je ne sais plus qui c'est qui faisait partie. Enfin bref, et en même temps établir des contacts avec les francisans et les anglicistes de l'époque de la Renaissance. C'est-à-dire faire une interdisciplinarité à ce niveau aussi. Et on a très bien travaillé ensemble, à tel point qu'on a publié un livre qui ensuite, non seulement c'est très bien vendu, mais est totalement épuisé. C'est L'image du monde renversé. Et parallèlement, on m'a demandé de faire aussi un grand colloque, puisque c'était la perspective aussi des études sur la Renaissance, sur l'humanisme espagnol. Là aussi, un livre qui maintenant est épuisé, et où il y a eu des contacts très étroits avec beaucoup d'Espagnols, et des gens très connus aujourd'hui, puisque là sont venus, je ne sais pas moi, Marqués Villanueva, Francisco Rico, Antonio Villanova, etc., etc., etc. Et alors donc, je suis resté 10 ans, moi, à Tours. Et au bout de ces 10 années, un poste s'est libéré à Paris 3. Et on m'a poussé à être candidat au poste qui se libérait, qui était sur le siècle d'or. C'était Pierre Geneste qui l'occupait. Donc j'ai été élu à Paris 3 en 1978.
Et j'ai occupé une chaire qui s'appelait Civilisation et littérature de l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles. Puisque on avait pu, à ce moment-là, avoir dans les grandes universités parisiennes des postes différenciés. Et donc, lorsque je suis arrivé, moi, à Paris 3, à la suite de 68, comme vous le savez, il y a eu une division de l'ancienne Sorbonne. Et à ce moment-là, c'était Paris 3 Sorbonne et Paris 4 Sorbonne. C'est comme ça que ça s'appelait, quand je suis arrivé. Et on avait chacun des morceaux de l'ancienne Sorbonne. Et donc, chacune avait des chaires qui portaient sur le Moyen-Âge. Non, sur le Moyen-Âge, à Paris 3, elle a été créée postérieurement. J'ai fortement contribué à ce qu'il en soit ainsi, puis malheureusement, elle a disparu ensuite. Donc, il y avait une chaire sur l'Espagne du siècle d'or, sur l'Espagne contemporaine, sur l'Amérique contemporaine, sur l'Amérique coloniale, et puis s'est créé très rapidement une chaire de linguistique, qu'a occupée dans un premier temps Bernard Pottier. Et comme les champs de recherche étaient en quelque sorte spécialisés, il m'a semblé que pour arriver à conforter l'enseignement que je donnais, puisque l'enseignement que je donnais portait aussi bien sur la civilisation que sur la littérature, qu'il fallait créer un groupe de recherche qui n'était jamais que le prolongement de ce que j'avais commencé à faire à Tours. Et donc, moi, je suis arrivé, donc j'ai été élu en 78, je suis arrivé pratiquement en 79, parce que ça a mis longtemps avant que les nominations fussent faites, etc. Et en 81, j'ai créé le centre de recherche sur l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles, avec une orientation qui était mentalité, et comportement et système de représentation dans l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles. Et il y a eu une pépinière là, de gens qui étaient, dont certains sont devenus, enfin, sont très connus. Et puis, très rapidement, les doctorants, les jeunes doctorants, je les ai amenés à participer aux travaux du CRES. Je me souviens très bien que, dans un premier temps, les jeunes doctorants, ils écoutaient. Et puis, dès qu'ils étaient un peu plus chevronnés, le deuxième stade, c'était lors des colloques que nous organisions, eh bien, ils faisaient un compte-rendu des discussions. C'était la deuxième étape. Et la troisième étape, c'était vraiment participer, présenter déjà un état de leurs travaux sur un point précis. Et nous avions des plans de recherche de 4 ans, avec tous les 2 ans un grand colloque international. Et je me souviens que lors du premier colloque, qui portait sur l'exclusion et les discours, et ces discours, enfin, c'était peut-être pas le titre exact, mais c'était ça, il y avait de grands noms de l'hispanisme qui étaient là. Sont venus Antonio Domínguez Ortiz, Maraval, Ricardo García Cárcel, Márquez Villanueva. Je ne me souviens plus, il y en avait tout un tas comme ça. Plus des historiens français comme Benassar, comme Pérez, comme Villard. Villard le fils. Hein. C'est-à-dire Vincent. Villard, je ne sais plus ce que je dis. Je veux dire, je ne sais plus ce que je disais. Jean Villard, je veux dire. Jean Villard, et puis aussi Vincent. Bernard Vincent. Alors donc, c'était vraiment une véritable pépinière. Et l'orientation était celle que je viens d'indiquer. C'était toujours une interdisciplinarité. Et on échangeait, comme on le fait à Corps, de nos jours. Avec peut-être une plus forte implication de ce qui était l'histoire et puis les orientations anthropologiques. Les colloques donc avaient lieu tous les 2 ans en gros, et les actes étaient publiés immédiatement. Donc on avait notre propre collection, qui d'abord a été aux publications de la Sorbonne, et puis ensuite, à partir du moment où il y a eu les presses de la Sorbonne Nouvelle, dans un premier temps, elle était à cheval sur les deux, presse de la Sorbonne Nouvelle et presse de la Sorbonne, et puis dans un deuxième temps, elle s'est rebattue sur les presses de la Sorbonne Nouvelle. Alors le CRES, dans les premiers temps, a été un des premiers centres de recherche qui ont existé en France.
L'époque n'était pas encore venue de la multiplication des centres de recherche. Donc le CRES a été créé comme ça, et les travaux que là aussi, comment est-ce qu'on faisait avec les doctorants? Les doctorants, quand un doctorant venait vous voir, moi d'abord j'exigeais qu'il fût agrégé, parce que je voulais qu'il ait une certitude. C'est-à-dire que si ça ne marchait pas, qu'au moins il impose de l'enseignement secondaire. Et je demandais s'il avait une orientation quelconque, un souhait, etc. S'il en avait, s'il me semblait que cela fût possible, très bien. Sinon, je lui proposais un sujet en liaison toujours avec les plans de recherche que nous avions. Ce qui veut dire que ça facilitait pour lui la tâche en même temps. Voilà. Et donc j'en ai mis plusieurs directement au travail d'archives, comme par exemple la Racine et Guillaume. Et le but, encore une fois, était de permettre les échanges les plus nourris possibles, de façon à ce que la formation soit aussi complète que possible pour ces chercheurs. Voilà ce qu'a été le CRES. Et j'ai été à la tête du CRES pendant une vingtaine d'années. Ça s'est poursuivi pendant une vingtaine d'années, à un rythme qui était en gros une publication presque tous les ans. Il y avait une publication soit de colloques, soit une publication interne, plus quelques publications aussi de caractère individuel. Voilà ce qu'a été donc le CRES tel que je l'ai connu. Et comme nos travaux avaient une certaine audience et que les historiens s'en faisaient l'écho aussi dans les revues, enfin, etc., j'avais sollicité l'aide du CNRS. Et nous avons eu une équipe associée au CNRS très rapidement et jusqu'à pratiquement jusqu'au moment où je suis parti. Donc pendant une vingtaine d'années, un petit peu moins, nous avons eu une équipe associée au CNRS, ce qui pour nous était très intéressant parce que cela nous donnait aussi des perspectives qui étaient d'une autre nature, et en particulier sur le plan financier. Ça nous aidait dans nos recherches, dans nos travaux, etc. Je ne sais pas, parce que les travaux que nous avons faits, ce sont des travaux qu'on a travaillé sur, je sais pas moi, le corps, les amours, la formation de l'enfant, les relations entre hommes et femmes, les visages les visages de la femme, etc., etc. Donc, c'était lié très directement au thème qui avait surgi d'un dialogue, ça je n'en ai pas parlé, tiens, d'un dialogue qui existait à ce moment-là entre les tenants de l'école des Annales, de la deuxième ou la troisième génération, enfin, ou la quatrième, peu importe, génération de l'école des Annales, et de l'autre côté, les anthropologues. C'est-à-dire qu'ils commençaient beaucoup à s'intéresser, les historiens, à ce qu'on a appelé ensuite une anthropologie historique et culturelle. Et donc, c'était l'étude de la façon de vivre, de la façon de se nourrir, de la façon de se divertir, de la façon de s'habiller, de la façon dont on conçoit les relations entre hommes et femmes, le corps, comment il apparaît, comment on vit et comment on meurt. La thèse de Vauvel a porté justement là-dessus. Et donc, les travaux que nous faisions, c'était dans cette perspective. Ça m'avait, moi, beaucoup intéressé. Et puis, tous les gens qui étaient là étaient d'accord pour qu'on travaille dans cette perspective-là. De notre côté aussi, ce qui nous avait beaucoup intéressé, c'était que pour cette nouvelle orientation, il n'y avait pas simplement le travail d'archives. Il y avait le travail d'archives, mais il y avait aussi la prise en compte de tous les thèmes qui étaient liés aux diverses formes de culture, c'est-à-dire aux cultures de l'oralité, par exemple, à ce qu'on a appelé, bien ou mal, le folklore à l'époque, aux textes, d'une façon générale, aux divers textes, dont les textes littéraires, mais pas seulement. Donc tout cela nous intéressait et nous passionnait et faisait que nos études s'orientaient sans difficulté dans des champs comme ça, qui étaient nouveaux, et qui nous semblait devoir être cultivé, puisque l'Espagne ne s'intéressait pas à ce moment-là, à tous ces thèmes-là. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des moments privilégiés. Il y a eu des moments privilégiés, les moments privilégiés du CRES, c'était lorsque vraiment un des membres du CRES, un des jeunes membres du CRES, soutenait sa thèse. Voilà. Alors là, oui, c'était un moment où, pour nous, on se dit, voilà, on a gagné vraiment la partie, puisqu'il a fait ce travail, et ce travail qui est valorisé par son jury. Voilà. Donc ça, oui. À part ça,
Non, moi, une fois qu'on a été lancé, on a continué sur cette lancée, et pour nous, c'était tout à fait normal de travailler comme ça. Voilà. Bon, alors donc, il faut revenir rapidement aux origines. Vous l'avez, ça dans vos archives, mais enfin, je l'évoque très rapidement. En 1962 a été créée l'association internationale, c'est-à-dire l'AIH, Association internationale des hispanistes, Association internationale des hispanistas. Elle a été créée à Oxford. Et ce sont les hispanistes anglais qui ont beaucoup poussé la roue. Le premier président a été Menéndez Pidal, et le deuxième président, Marcel Bataillon. En 1962, les Bordelais, et en particulier Noël Salomon, alors Noël Salomon a ouvert lui aussi des perspectives incontestables, non seulement en travaillant sur la campagne de Nouvelle-Castille, à travers les Relaciones Topográficas, dont il avait tiré un très beau volume, mais aussi en travaillant sur le théâtre de Lope de Vega, dans une perspective totalement nouvelle. Alors donc, Noël Salomon, qui était un ancien élève de Bataillon, et un de ses collègues, Maxime Chevalier, qui était aussi un ancien élève de Bataillon, avec quelqu'un qui était à la Sorbonne, qui était Robert Ricard, qui était un vieil ami de Marcel Bataillon, même s'ils avaient des positions très opposées, idéologiquement, je s'entends, avait pensé qu'il était temps de faire un hommage à Marcel Bataillon. Et donc, aux alentours des années 60, cet hommage avait été prévu et il a donné lieu à la participation des noms de l'hispanisme qui à ce moment-là étaient connus, des gens qui, pour la plupart d'entre eux, avaient d'ailleurs été plus ou moins directement élèves de Marcel Bataillon. À tel point que l'hommage correspond, si mes souvenirs sont exacts, à 57 contributions. Donc ce n'est pas rien. Et cet hommage lui a été remis à Bordeaux à la fin de l'année 62. Et c'est à ce moment-là qu'a été programmée la création, donc l'AIH venait d'être créée, la création de l'association, de notre association, de la Société des hispanistes français, à laquelle nous avons ajouté, quand moi j'étais président, de l'enseignement supérieur. Et alors donc, la formalisation date du 2 mars 1963. Et nous avions toujours considéré de façon un petit peu abusive que ça commençait en 62, quoi. Enfin 62-63. Alors donc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, moi à ce moment-là, en 62, j'étais assistant. Donc j'étais en train de me former. Moi j'étais très loin de tout cela, je ne savais même pas que ça existait, moi en 62. Et ensuite, à partir de 64, je suis parti à la CASA. Donc c'était les tout débuts de la SHF. Et je suis revenu donc en 67. J'étais nommé à Tours. Et alors en 67, j'ai commencé à me rendre compte que la SHF existait. Et à vouloir participer aux travaux de la SHF. Et ça a été mon premier congrès de la SHF, qui a eu lieu à Nanterre en 1968. Et ça a été au moment, donc, c'était donc en mai, quelque chose comme ça. Et je me souviens très bien que nous avons été envahis par une escouade d'étudiants dirigée par Cohn-Bendit, qui est venu nous demander des comptes en disant « mais vous êtes vraiment la courroie de transmission de l'Espagne franquiste en France, enfin, etc. etc. » Et il voulait que nous désolidarisions très fortement de tout ce qui se faisait, que nous fassions une déclaration incendiaire contre l'Espagne. Et à ce moment-là, nous leur avons dit que nous n'avions aucun lien officiel avec l'Espagne officielle. Hein. Nous avions nos propres cheminements et puis nous travaillions sur ce qu'était l'Espagne, sa culture, son histoire, sa littérature, sa langue, mais que nous n'avions rien à faire avec l'histoire, avec l'Espagne officielle, d'autant plus qu'il n'y avait aucun représentant de l'Espagne officielle dans nos congrès. Mais ils ne voulaient rien savoir. Et alors c'est à ce moment-là que Noël Salomon est monté à la tribune et dit « je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, parce que moi, au moment de la guerre civile, en 1936, j'étais dans les tranchées
en train de défendre le peuple espagnol du côté républicain. Alors du coup, ça les a laissés quoi? Et ils sont partis, et puis nous, on a pu finir notre congrès. Alors donc, ça a été une façon, là aussi, de dire, ben oui, il est absolument indispensable de s'impliquer. Et donc, moi, à partir de ce moment-là, je participais à tous les congrès. Alors, comment ça marchait? Vous devez le savoir, ça. C'était un congrès annuel à l'époque. Au départ, et naturellement, quel a été le premier président? Ben, Marcel Bataillon, bien sûr. Marcel Bataillon, mais en 68, donc, par suite des événements, pendant 2 ans, il n'y a pas eu de congrès. Et Bataillon, qui était malade déjà, et puis il se sentait un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce qui était en train de se passer, a laissé la présidence. Et tout naturellement, ça a été Noël Salomon, qui a été à ce moment-là, je crois que ça a été en 71, a été élu président de la SHF. Puis, en 76, parce qu'il était en même temps américaniste, il a essayé de faire les deux. Ce que moi j'avais essayé de faire dans un premier temps, et puis je me suis rendu compte que c'était absolument impossible. Et donc, il s'était beaucoup fatigué, et puis c'était les premières atteintes du mal qui devait l'emporter. Il a laissé en 76, et ça a été Henri Bonneville, qui était hispaniste et américaniste lui aussi, qui lui a succédé. Et donc, lorsque ensuite lui-même a laissé les choses parce qu'il venait de prendre sa retraite et puis il n'était pas très bien, en 81, c'est moi qui lui ai succédé. Mais entre-temps, je m'étais très directement impliqué de 2 façons. La première, c'est qu'en 1977, j'avais organisé le congrès de la SHF. À ce moment-là, on demandait aux sections qui voulaient bien inviter la SHF de voir avec le comité quels étaient les thèmes qui pouvaient intéresser en fonction des pesanteurs des diverses sections. Et comme moi j'étais à Tours, donc à ce moment-là, j'avais proposé, et ça avait été accepté, les mentalités dans le monde ibérique et ibéro-américain, au XVIe et XVIIe siècle. Ce qui a donné lieu à une publication, là aussi il y a eu des gens très connus, bon je ne passe sur... Et je suis devenu moi-même secrétaire de l'association, de la SHF, jusqu'à ce que je devienne le président. Donc j'ai été directement impliqué pendant pratiquement 10 ans, d'un côté comme secrétaire et de l'autre côté comme président. Et on a essayé de... Alors Salomon lui-même avait déjà ouvert des perspectives nouvelles. Hein. C'est-à-dire qu'auparavant, le congrès, c'était que chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et c'était en général quelques professeurs déjà chevronnés qui venaient donner la bonne parole. Et lui, il a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que les jeunes puissent participer très activement. Et donc, il s'est arrangé pour qu'il y ait des interventions de jeunes qui étaient en cours de recherche, qui puissent intervenir, et puis avoir des séminaires aussi, de discussion autour des méthodes, enfin, etc. etc. Et aussi bien Henri Bonneville que moi-même, nous avons poursuivi très fortement dans cette voie. Ce qui a commencé à être fait aussi, à ce moment-là, c'est les relations très directement avec l'AIH, avec l'Association internationale des hispanistes. À tel point que Noël Salomon a été vice-président de l'AIH, et Henri Bonneville, ensuite, a été lui aussi vice-président de l'AIH. Donc nos relations avec l'AIH étaient étroites. Et il y avait un nombre assez important d'hispanistes qui participaient au congrès de l'AIH. Ce qui veut dire que l'hispanisme français avait une visibilité non seulement sur le plan national, avec les travaux qu'il faisait, les publications qu'il avait, mais aussi sur le plan international. Sur le plan international, l'hispanisme français, ce n'était pas rien. Parce que là aussi, les gens qui participaient établissaient des contacts, etc. On assistait, on voyait, on entendait, etc. Donc il y avait une espèce d'aller-retour très très utile pour nos études aussi. Ça a permis d'établir beaucoup de relations avec les autres pays. Alors, assez rapidement,
les échanges avec les autres associations d'hispanistes ont eu lieu. Et donc, par exemple, les invitations qui étaient faites, et il y avait toujours un représentant, parfois le président qui pouvait venir, ce n'était pas lui quelqu'un qui le déléguait, les hispanistes anglais, les hispanistes allemands, les hispanistes italiens. Fondamentalement, c'était ces trois qui venaient. Et moi, je me souviens, en tant que président, d'être allé parallèlement aux divers congrès de nos collègues des autres pays cités. Alors, qu'est-ce que nous publions? Les actes des congrès. Mais il n'y avait pas à ce moment-là de réunion intermédiaire, comme il existe actuellement. C'était chaque année un congrès. Ce qui est arrivé à peser beaucoup, parce que chaque année un congrès, ce n'était pas rien. De l'autre côté, la publication d'un bulletin bibliographique, fait à partir de tout ce que nous donnaient les divers hispanistes français. L'annuaire, qui était publié, là aussi, de façon très très régulière. Et puis, des ouvertures sur les activités de recherche qui étaient menées ici ou là, puisque, comme je l'ai déjà indiqué, lors des congrès, il y avait des séminaires qui permettaient de faire le point sur un thème ou bien sur une orientation, etc. etc. Alors donc, ce qui s'est fait, je crois, a produit de bons résultats. À tel point que il y a eu ensuite une poursuite de cette activité que mon successeur, Jean-François Botrel, a aussi développée. Et en 1962, lors du 20e congrès, 1982, non, 82, 80, oui, en 1984, puisqu'il y a eu 2 années pendant lesquelles il n'y a pas eu de congrès. En 1984, j'avais réussi à obtenir des autorités espagnoles une invitation officielle de l'hispanisme français parce que j'avais eu des liens assez étroits avec le ministre des Affaires étrangères, qui était à ce moment-là Fernando Morán, avec le ministre de l'Éducation nationale, qui était le fils de Maravall, qui était devenu un de mes bons amis, Maravall, le père, José Antonio, et qui était le ministre de l'Éducation nationale. Et puis, avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères aussi, qui avait été ici ministre chargé des Affaires culturelles, qui était Gonzalo Puente Ojea, que j'avais très bien connu, qui était un philosophe très ouvert, qui ensuite a fait une très belle carrière, puisqu'il est devenu secrétaire d'État. Il a fini sa carrière comme ambassadeur, enfin sa carrière, je ne sais pas, mais en tout cas sa carrière officielle, comme ambassadeur à Rome, auprès du Vatican. Et grâce à l'appui de toutes ces personnes, nous avons pu organiser donc un très grand congrès à Madrid, où nous avons fait le point sur nos études. Alors, sur la recherche dans l'hispanisme français, et de notre côté, sur les centres de recherche de l'hispanisme français. Ça donnait lieu à 2 publications. Et pour la première partie, nous avions demandé à de jeunes chercheurs, mais déjà confirmés, mais qui étaient jeunes, qui n'étaient pas les plus âgés, de faire des synthèses sur chacun des champs de recherche, en associant un Espagnol qui appartenait au même champ de recherche et qui était aussi quelqu'un dont la notoriété était certaine et qui était quelqu'un d'assez jeune. Et ça a donné lieu donc à des exposés suivis de discussions, et tout cela s'est transcrit dans des actes que vous devez avoir dans les archives si vous ne les avez pas. Et pour les centres de recherche, on a fait la même chose. Et comme donc nous avions été financés largement, nous avons pu publier tout cela sans difficulté. À tel point que même une artiste de la Casa de Velázquez a pu faire pour nous une espèce de vignette qui s'est transcrite ensuite par une médaille de bronze qui a été tirée à cette occasion. Et je ne sais pas s'il en reste chez moi, mais ça je pourrais regarder si vous la voulez, je peux vous la fournir, si j'en ai encore. Et donc ça a été un moment très très chaleureux parce que ça a permis aussi qu'il y ait un grand nombre d'adhésions à la SHF. Et puis, ce que vous connaissez ensuite. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, moi, ce qui s'est produit ensuite,
c'est que ce que vous avez réalisé, c'est-à-dire un congrès intermédiaire, ou plutôt une réunion intermédiaire qui fait le point du point de vue professionnel, me semble une très bonne réussite. Je crois que c'est très bien ça. Et de faire ensuite un congrès. Très bien. D'avoir aussi une publication autonome, donc Hispanisme, ça me semble une très bonne initiative également. D'autant plus que, bien sûr, l'Internet donne des perspectives que nous n'avions pas à ce moment-là, et permet des réalisations que nous n'avions pas à ce moment-là. Donc tout cela me semble bien. Ce qui me semble bien aussi, même si maintenant il a fallu restreindre un petit peu les choses, c'était la création des bourses pour des doctorants qui nous apparaissaient comme des gens de qualité, qui devaient faire une très belle thèse et ouvrir des perspectives nouvelles. Ça aussi, ça me semble une très bonne chose. Et puisque j'ai, moi, présidé le comité qui était chargé de les attribuer pendant plusieurs années, je dois dire que j'ai vu passer là des projets qui étaient des projets vraiment excellents. Je n'ai pas suivi les thèses ensuite, je ne sais pas ce qu'elles ont donné, mais si elles sont arrivées au bout, elles ont dû donner de très très belles thèses et donc permettre un renouvellement significatif aussi de l'hispanisme. Avec des gens qui sont très au courant de ce qui se fait, des méthodes qui sont utilisées et des perspectives, etc. Alors, l'hispanisme français me semble actuellement, d'un côté, très bien orienté, de notre côté, dans une situation très difficile, mais qui n'est pas due aux hispanistes en tant que tels, qui est due aux circonstances actuelles, depuis quelque temps. Parce qu'en effet, lorsque moi je suis devenu hispaniste, en fait, c'était l'Espagne du siècle d'or qui triomphait de partout. Aujourd'hui, on a assisté à un retour de balancier. Et c'est un petit peu l'inverse qui est en train de se produire. Au grand temps des études sur le Moyen-Âge et sur les XVIe et XVIIe siècles. Et je ne pourrais que m'élever toujours contre cela pour une raison très simple. C'est que si on n'a pas de perspective historique, ce qui a toujours été la mienne, si on n'a pas de perspective historique, on ne peut rien comprendre à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'une civilisation qui n'a pas de visée historique est une civilisation morte. Et je crains que l'on s'oriente dans une très mauvaise direction actuellement. Je crois qu'il faudrait remettre tout à plat et marquer la nécessité que toutes les études soient représentées dans nos cursus. Comme ça a été le cas quand moi je l'ai connu et que j'ai incité mes collègues aussi à ce qu'il en soit ainsi. Et il était hors de question qu'on n'utilise pas tout le champ des possibles dans la formation des étudiants. Les étudiants ont été formés à égalité dans les divers secteurs. Et donc ils avaient une culture incontestable, ce qui leur permettait ensuite de choisir, de faire un petit peu ce qu'ils voulaient, mais ils avaient cette assise solide sur laquelle pouvoir construire. Et je crains que ce ne soit pas toujours le cas aujourd'hui. Alors là, c'est extrêmement regrettable. Mais bon, soyons optimistes. Si un balancier va dans un sens, par essence, le balancier il doit revenir dans l'autre sens. Par conséquent, espérons qu'il y ait un retour de balancier, et sans que cela inverse complètement les perspectives, qu'il s'établisse au beau milieu. Et donc que tout le monde puisse obtenir ce à quoi il a droit. Et je crois que ce sera la meilleure façon de défendre l'hispanisme d'un côté, et puis d'avoir les meilleurs contacts possibles aussi avec le monde de l'hispanisme. Alors, dernière question aussi que je voulais soulever, je trouve que l'hispanisme français actuel, que j'ai beaucoup valorisé par ailleurs, se replie trop sur l'Hexagone. Je veux dire par là que c'est la SHF, ce qui est très bien. C'est le spécialiste au sens étroit du terme. Et là, il y a des contacts avec l'étranger. Mais en revanche, on ignore trop souvent ce qu'est l'association internationale et la représentation au sein de l'association internationale. Et je vois qu'actuellement, il y a, puisque moi je suis les divers congrès de l'AIH, alors ça aussi, 20 ans après Bataillon, moi j'avais été élu président de l'AIH
en 1995, 95 à 98. Et François Botrel est devenu de nouveau président, je crois que c'est en 2004 à 2007, je crois que c'est les années. Mais je crains que dans le contexte actuel, ce ne soit pas demain la veille que quelque chose de semblable se représente. Et il est nécessaire que les hispanistes français montrent ce dont ils sont capables au niveau international. C'est-à-dire non seulement sur le plan, bien sûr, de la SHF, mais également sur le plan international, qu'ils soient présents, qu'ils représentent une force de création sur le plan international aussi, qu'ils établissent aussi des contacts, parce que les congrès de l'AIH sont aussi des congrès dans lesquels on établit énormément de contacts. Et bon, beaucoup des contacts que moi j'ai eus sont sortis de congrès de l'AIH, des congrès du CRES bien sûr, mais des congrès de l'AIH. Et donc je crois qu'il est nécessaire de revenir à cela. Inciter fortement les hispanistes à participer et à ne pas se replier uniquement sur... Bon, je sais bien que les époques ne sont pas les mêmes. Je sais bien que la difficulté d'obtenir un poste fait que les gens vont essayer d'avoir le plus de possibilités de publier, de faire sur un plan local, si je puis dire. Mais ce n'est pas une solution, ça non plus. On ne peut pas faire comme ça. Un bon hispaniste ne devrait pas faire comme ça. Ah, bon, alors, d'un côté, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'auparavant, il existait quand même les langues néolatines, hein, qui étaient aussi un réseau sur le plan local, mais qui avait des ramifications un peu partout. Ce que vous avez créé, là, me semble très très bon de faire cela. Mais je trouve que c'est peut-être réduire à certains niveaux. Je veux dire par là qu'il faudrait peut-être développer dans un sens plus large, c'est-à-dire dans la perspective de l'AIH. Ce qui n'est pas en contradiction avec le reste, hein, au contraire. Pour vous donner une idée, quand moi j'étais à Paris 3, il y avait le CRES. Et il a existé d'autres groupes de recherche. À côté du CRES, moi j'avais réuni tous les groupes de recherche de l'hispanisme à l'intérieur d'une structure qui s'appelait le GRIMESREP. Le GRIMESREP englobait tous les centres de recherche. Et nous avions des projets de recherche communs. Nous avions des réunions périodiques. Moi, je présidais le conseil scientifique, donc je les appelais très souvent à se réunir, et on faisait des plans de recherche. Et on avait ensuite des échanges qui donnaient lieu à des colloques au cours desquels des représentants de chacun des groupes de recherche venaient sur un thème commun, donc qui était un thème commun qui allait allier toutes les époques et des perspectives différentes, et qui permettait donc des échanges très nourris. Et nous avons comme ça fait beaucoup de choses sur, je ne sais pas moi, centre et périphérie, les médiations culturelles, je n'ai plus les titres présents à l'esprit, etc., etc. Mais à côté de cela, j'avais aussi préconisé et obtenu que les francisans, les italianistes et les hispanistes des XVIe et XVIIe siècles travaillent ensemble. Et on avait créé un groupe qui travaillait autour des problèmes de la modernité. Et donc, on avait là aussi des réunions, des congrès, des colloques, des échanges, exactement dans les mêmes conditions. Donc, vous voyez, ce n'était pas simplement une équipe de recherche qui fonctionnait, c'était en même temps une multitude d'équipes qui ouvraient les perspectives, qui faisaient que nous nous aérions beaucoup. Hein? Alors, il y avait, par exemple, pour les hispanistes, pour les francisans, ça avait été quelqu'un que vous connaissez, qui était un grand médiéviste, Jean Dufournet, qui avait animé dans un premier temps. Du côté hispaniste, du côté italianiste, ça avait été Rochon, mais après, comme il était parti, ça avait été Adelin Fiorato. Donc, vous voyez, c'était avec qui, moi, je m'entendais très bien avec tous ces gens-là. Mais chacun avait son caractère, hein, parce que moi j'ai mon caractère, hein, mais ça veut dire simplement que nous étions d'accord pour mener cette interdisciplinarité, pour essayer d'allier ce que nous représentions et essayer d'ouvrir des perspectives. Et c'est ce qui a permis aussi que nous ayons des contacts dans la perspective aussi des Erasmus, avec l'Italie, avec l'Espagne. Hein. Au moment où moi je m'en occupais, nous avions des relations avec beaucoup d'universités espagnoles, Salamanque, Saragosse, Séville, Valence, Pise, Naples, Florence, je ne sais plus, mais j'oublie les noms maintenant. Enfin, donc tout ça doit fonctionner en coordination.
Il ne faut pas se replier. Se replier, c'est mourir. Donc c'est ça qui me semble fondamental aussi pour l'hispanisme. Et je crois que vous avez très très bien orienté la barque, et sous la présidence d'Hélène, je crois que ça continue dans cette direction-là. Donc, et avec les gens chaleureux là, qui la secondent, je crois que c'est très très utile. Alors ce qui me semble aussi très bien de ce point de vue, c'est ce que vous avez fait. Quand moi j'étais président, comment est-ce que marchaient les choses? En réalité, c'était le président avec la secrétaire qui fonctionnait, qui était toujours en relation. Il y avait un vice-président, c'était en général un lusiste. Bon, c'était un poste honorifique. Puis il y avait le trésorier qui s'occupait de la trésorerie, bien sûr, et Dieu sait que c'est important. Et puis, il y avait le comité, puis c'est tout. Donc pendant toute l'année, parce qu'on ne pouvait pas non plus se réunir très très souvent, alors on profitait d'une occasion, ou lorsqu'il y avait le congrès, ça oui, pour se réunir. Voilà. Alors ce que vous avez fait en ouvrant davantage les perspectives, en faisant qu'il y ait plusieurs vice-présidents, et en même temps qu'ils aient des délégations, délégués aussi pour un point précis, tout ça, ça me semble une très bonne chose. Ça permet une plus grande participation. Impliquer aussi davantage le comité. Ça me semble très très bon. C'est dans cette perspective qu'il faut aller. C'est-à-dire toujours pareil, l'échange, la multiplication des contacts, l'ouverture des perspectives, de recherche, de contacts humains, etc., etc. Je crois que c'est fondamental.